C'est un sujet très long à vous présenter en 1 heure, donc ça va être, je vais tâcher de réussir, mais vous ne m'en voudrez pas trop si je prends un petit peu de retard. Alors, simplement, voilà. Je voudrais d'abord vous parler de la puissance maritime de la Chine, parce que je crois que parler simplement des tensions entre la Chine et les États-Unis, si on ne connaît pas un petit peu mieux le sujet chinois, on ne peut pas comprendre grand-chose. Alors, la puissance maritime de la Chine, les Chinois pensent toujours à l'histoire. Ils se placent toujours dans le temps long. Je crois que je ne sais plus quel était le ministre français qui avait accompagné qui est allé à Pékin en 64, quand la France s'est rabibochée, dirais-je, avec la Chine. Mais il avait posé une question à un ministre chinois, enfin le ministre français lui avait posé, je me demande c'est pas perfide, il avait posé une question à un ministre chinois, il lui a demandé « Que pensez-vous de la Révolution française ?» Le ministre chinois lui a répondu « C'est peut-être un peu tôt pour en parler ». Donc, il se passe toujours dans le temps long et je vais essayer de vous le démontrer ici. Donc, cette puissance maritime, pourquoi? Simplement parce que la Chine est une île géopolitique. Si vous regardez bien, elle a finalement à ses frontières terrestres quasiment des ennemis. Donc c'est un petit peu, comme ça, donc c'est un petit peu comme Israël, je dirais, pour commercer, pour parler avec le monde, elle est quasiment obligée de passer par la mer. Donc c'est une île, c'est ce que j'appelle moi une île géopolitique. Elle a un rêve national. Vous allez comprendre tout à l'heure le pourquoi, parce que c'est un pays qui voudrait se développer, mais sans hégémonie, enfin, d'après ce qu'ils disent, sans vouloir marcher sur les pieds des autres, ce qui n'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est ce qu'ils pensent être leur avenir. Voilà, donc elle a un rêve qu'elle veut réaliser absolument. Et je vous parlerai ensuite de des problèmes que l'on voit. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance maritime? C'est l'amiral Mahan, un amiral américain qui est de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, créateur du Naval War College aux États-Unis d'ailleurs, qui avait, dans un de ses ouvrages, parlé de cette puissance maritime qu'il a définie. Alors, je l'ai remise un petit peu au goût du jour quand même, on retrouve en gros tout ce dont il parle. La première chose, c'est la géographie. Pour qu'un pays soit une vraie puissance maritime, il faut que la géographie lui soit favorable. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'emplacement sur le globe, mais il y a aussi ses approches maritimes, il y a aussi la taille du domaine maritime et l'interface terre-mer, l'interland, si vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui permet d'irriguer l'industrie à partir de la mer. L'économie et les finances, ça c'est bien, il faut de l'argent, il n'y a rien à faire. L'industrie, et dans l'industrie, je mets aussi la formation, parce que si vous voulez que votre industrie fonctionne, il faut qu'il y ait de bons ingénieurs. Sans ingénieurs, ça ne pourra pas marcher. De bons ingénieurs, comme vous voyez, moi il se trouve que j'ai travaillé aussi dans quelques chantiers navals chinois, ce qui m'a permis de les voir un petit peu à l'œuvre. Et puis, vous avez la politique. Le poids de l'histoire reste très important, et en particulier pour la Chine, puisque je vous ai dit qu'ils sont placés dans le temps long. Vous avez aussi toute la partie du gouvernement. Un grand projet, ça dure 10 ans en moyenne. Un grand projet industriel, c'est 10 ans à peu près. Le problème de nos pays démocratiques, c'est que vu qu'on change de gouvernement tous les 4 ans ou tous les 5 ans, s'il n'y a pas de continuité dans la pensée, on ne mène jamais à bout les grands projets. En Chine, ils ont de la chance puisque le président a 6 ans. Alors, pour peu qu'il chausse les bottes de son prédécesseur, ce qui est le cas avec Xi Jinping qui a suivi Hu Jintao, tout va bien, parce qu'ils ont vraiment un axe et vraiment ils sont en train de faire une véritable puissance maritime et ils sont en train de réussir quelque chose d'assez fantastique. Et puis il y a le côté militaire à la fin. Ben oui, quand on est sur l'air, il faut bien protéger tout ça. Donc le côté militaire, c'est le type de puissance. Bon, est-ce que c'est une puissance nucléaire? Quel est le poids de la marine? Est-ce que c'est une marine qui est bien équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a toutes les composantes, ou est-ce que c'est une marine côtière, comme c'était le cas pour la marine de la Chine pendant très longtemps? Il y a eu des discussions au XIXe siècle en Chine extrêmement fortes là-dessus. Est-ce qu'on privilégie la protection de la Corée, qui à l'époque était une possession chinoise, ou est-ce qu'on met des hommes au Xinjiang face aux Russes
Hein, c'était l'endémie en Russie. Hein. Ça a allé d'ailleurs plus ou moins maintenant, hein, même s'ils sont des alliés de circonstances. Donc voilà les 5 composantes hein, de la puissance maritime, et je vais tâcher de vous montrer ce que c'est. Alors là, je ne montre pas le Pacifique parce que je voudrais montrer les mers qu'il y a autour de la Chine, et celle qui vous intéresse, celle qui intéresse la Chine directement. L'océan Arctique, vous voyez pourquoi je vais venir là-dessus, l'océan Indien évidemment, l'océan Pacifique avec le détroit de Malacca. C'est assez amusant parce que chaque fois que je fais cette présentation, les gens n'arrivent pas à voir ce qu'est le détroit de Malacca. C'est pourtant le détroit le plus fréquenté au monde, hein, c'est entre 70 000 et 90 000 bateaux par an. C'est un détroit extrêmement important pour l'Asie, mais pas que pour l'Asie, puisqu'il transporte des matières qui nous intéressent beaucoup. Il y a la mer de Chine orientale, donc en haut, et la mer de Chine méridionale plus au sud, hein, au sud de Taïwan. Et vous avez la mer du Japon, donc entre le Japon et la Corée, et la mer jaune, donc avec le creux, l'espèce de baie, c'est Bohai, c'est le golfe de Bohai. Avec le Tianjin, c'est là qu'il y a eu le fameux accident il n'y a pas très longtemps dans le port, avec l'explosion dans le port. C'est Tianjin, c'est dans le golfe de Bohai, c'est le port le plus proche de Pékin. Voilà, alors. Puisqu'on parle d'histoire, voilà l'Empire Chine à son apogée, donc au XVIIIe siècle. Et j'ai écrit en rouge quelque chose de très important, c'est qu'en 1820, d'après un historien britannique, Angus Madison, en 1820, la Chine était la première économie mondiale, mais ce n'était pas que la première économie mondiale, c'était le tiers du PIB mondial. 1820, c'est pas vieux, hein, c'est après Napoléon quand même. Donc c'est très récent. Et ça, la Chine était donc quelque chose d'énorme, et elle ne commerçait quasiment pas avec le reste du monde. C'est-à-dire que la Chine n'avait plus rien, elle ne naviguait plus. Vous avez dû tous entendre parler de Zhang He, le grand eunuque l'amiral. Je ne vais pas en parler, parce qu'on n'a vraiment pas le temps aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'après qu'il ait fait ces grandes navigations sur des bateaux absolument fantastiques, il y a eu une fermeture de la Chine, c'est-à-dire le nouvel empereur a fait brûler tous les bateaux, a fait brûler tous les plans, et a interdit qu'on en reparle, et la Chine s'est enfermée pendant 3 siècles et demi. Après, il y a eu le démembrement de l'Empire chinois, 1842-1911, les guerres de l'opium. Vous avez dû lire un certain nombre de romans là-dessus. La première avec la Grande-Bretagne seule contre la Chine, vous vous souvenez qu'ils voulaient vendre aux Chinois l'opium qui venait d'Inde. Il y a eu une deuxième guerre de l'opium dans laquelle nous étions partie prenante avec les États-Unis. En fait, nous avons été au moins 2 fois en guerre avec la Chine, il faut le savoir. Et vous avez la guerre avec la France, de 1884 à 1885, l'amiral Courbet. D'habitude, j'en parle toujours un petit peu, nous n'avons pas le temps, donc je passe rapidement là-dessus. Il faut quand même savoir que nous avons coulé à cette occasion-là un certain nombre de bateaux chinois qui étaient d'excellente facture, hein, parce qu'ils achetaient leurs bateaux en Europe et ils donnaient même le commandement à certains Européens ou Américains. En l'occurrence, pas là-bas. Après, vous avez une autre guerre, c'est la guerre avec le Japon. Alors c'est là très 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 importante, puisque c'est la fin de la Corée, c'est le moment où Taïwan a été pris. Hein, Taïwan est devenue une île japonaise. Hein, et la Corée a été prise par les Japonais aussi. Par parenthèse, je vous rappelle que le Japon n'a jamais été colonisé par la Chine. Hein. Ils ont toujours été complètement différents. Hein. Le Japon et la Chine n'ont jamais été ensemble, donc sont des ennemis de tout temps. Alors, ça c'est très important aussi. Les Chinois ont quelque chose de bien, c'est qu'ils écrivent beaucoup. Hein, ils ont des livres blancs, vous pouvez les trouver sur Internet d'ailleurs. Hein, les livres blancs, ils sont tous, hein, tous les livres blancs qui sortent sur tous les sujets. Je vais aborder quelques-uns d'entre eux. Mais là, celui-ci est important parce que, d'abord, ces livres blancs sont écrits en anglais et en chinois. Alors, ça m'arrange parce que mon chinois est assez faible. J'ai quelques années d'Institut Confucius, j'ai même abandonné tellement je me trouvais nul. Mais l'avantage, c'est que l'anglais, ça va. Hein, on arrive à le lire. Donc, a priori, on est sûr de la traduction, parce que c'est eux qui le mettent. Hein, voilà. Donc, ils appellent ça les core interests, hein, donc les intérêts vitaux.
aux nationaux fondamentaux, enfin vous le traduisez ça comme vous voulez, c'est le cœur, le corps. Alors qu'est-ce qu'il donne dedans? Il y a la souveraineté nationale, bon, c'est pas surprenant, la sécurité nationale, ça ne choque pas, l'intégrité territoriale et la réunification du pays. Alors là déjà, Taïwan et d'autres choses, ils ne disent pas, la réunification du pays. Le système politique, on ne touche pas au Parti communiste. On ne touche pas au Parti communiste, c'était rappelé exactement par Xi Jinping. La stabilité sociale globale et les garanties fondamentales pour assurer un développement économique et social durable. Je traduis ça simplement en vous disant, écoutez, messieurs les Chinois, vous avez le droit de vous enrichir. C'est un pays communiste, d'accord, mais vous avez le droit de vous enrichir comme vous voulez. En revanche, vous ne touchez pas au gouvernement. Donc c'est du donnant-donnant. Vous enrichissez, vous faites ce que vous voulez, c'est un capitalisme dur, même dirais-je, mais vous ne touchez pas au gouvernement. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on touche au gouvernement? Parce que justement, dans leur histoire, la Chine s'est effondrée, non pas tellement à cause des conquêtes ou des guerres menées par les Européens, il n'y a pas eu beaucoup de morts du fait des Européens ou des Japonais, la plupart des morts, c'était les révoltes. Il faut savoir qu'il y avait à peu près la moitié de la Chine en permanence qui était en révolte. Donc il y avait des millions de morts en permanence, et ça, du simple fait des Chinois. Le problème de ces guerres, de ces révoltes internes, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des morts, mais c'est le fait que du coup l'argent ne rentrait plus. L'argent ne rentrait plus dans les caisses, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Européens et les Japonais sont rentrés si facilement par la suite. Voilà, donc ça c'est très important. Donc vous voyez que là il y a une sorte de pacte, et là il est écrit là-dessus, il est carrément dans ce livre blanc. Alors, écoutez, le fait qu'il y a un certain nombre d'étrangers qui venaient de la mer, ils sont intéressés à quoi? Ils sont intéressés aux îles, à tout ce qui est au bord de la mer, évidemment. Et là, écoutez, la Chine, maintenant, aujourd'hui, elle a 18 000 km de côte, avec 6500 îles, plus de 500 mètres carrés, mais en général, ce sont des petites îles. Bon, elle n'a plus le Taïwan, ça vous le savez, mais toutes les îles qu'il y a, je dois avoir un marqueur, toutes les îles qu'il y a ici, tout ça c'est japonais, là c'est Taïwan, et là, à partir de là, écoutez, c'est les Philippins. Alors cette île-là, ils l'ont reprise, d'ailleurs, c'est Chiang Kai-shek qui l'avait prise, mais elle était trop proche, il n'a pas pu la défendre complètement. C'est Hainan, l'île de Hainan, avec d'ailleurs ici, il y avait la grande base, il y avait une base française, on avait voulu faire un Hong Kong français, pas de pôle d'ailleurs, on l'a rendu en 1946, on ne pouvait pas tellement la garder à l'époque, c'est la base de la flotte du Sud. Donc c'était pas un mauvais point. On avait quand même choisi quelque chose de bien, mais on ne l'a jamais développé. Voilà, donc vous voyez que si je regarde simplement cette petite partie-là, qui est la partie du Japon, vous voyez que qu'avec la ZEE, eh bien, écoutez, il ne reste plus grand-chose pour la Chine. Et si vous rajoutez là ensuite, je ne parle même pas de Taïwan, mais tout ce qui touche à tout ce qui est parti aux Philippines, eh bien, il ne reste pas grand-chose pour la Chine. Et je vous donne cette vue que vous connaissez bien. Ce que vous connaissez peut-être moins bien, c'est les petits calculs que j'ai mis en dessous. Alors, ici, j'ai mis la surface totale en kilomètres carrés de la ZEE et au territorial. Donc ça, c'est le domaine maritime, comme on dit. Là, vous avez la surface des territoires terrestres de chaque pays. Puis je me suis amusé à faire un petit rapport, un mer sur terre, ça là-dessus. Et les États-Unis d'Amérique, c'est le premier domaine maritime au monde, c'est 1,2 fois. Donc en gros, ils ont à peu près autant de terre que de mer. Nous sommes le deuxième, sauf qu'on a 17 fois plus de mer que de terre. Enfin, oui, c'est notre ZEE. Et encore, ça va s'accroître parce que tout ce qui est en rouge ici, vous savez que c'est le programme extra-plaque, donc c'est l'extension du plateau continental. Le Japon, mais ils sont presque comme nous, parce que nous, eux, c'est normal, ce sont des îles. Donc il est normal qu'ils en aient pas mal. Mais regardez la pauvre Chine, 0,4. 0,4, ben oui, c'est piqué toutes ces îles. 0,4, donc, eh bien, elle n'a que 3 millions de kilomètres carrés, et nous, on a 11 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la superficie d'Europe, quand même, pour nous. Vous voyez donc, même si la Chine récupérait les 62% de la mer de Chine méridionale qu'elle revendique actuellement, on dit toujours 90%, en fait, non, c'est 62%, très exactement, eh bien, ça lui ferait guère que 2 millions de plus. Vous pouvez comprendre qu'ils aient envie de récupérer un petit peu, là. Voilà, donc,
je crois qu'il faut les comprendre, ces mots chinois. Alors, maintenant, je fais le... Ça vient de l'Institut Confucius, d'ailleurs. C'est un atlas de la Chine produit par des Chinois. Et vous voyez là cette fameuse ligne en 9 traits, qui en fait en a 10 maintenant, parce qu'elle englobe aussi Taïwan. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle aussi la langue de bœuf. Hein. Ils réclament ça comme étant un territoire. Alors là, ça va tout à fait contre la loi de la mer. Hein. Loi de la mer, il y a la ZEE, les eaux territoriales, etc. Ah non, eux disent non, c'est à nous. C'est à vous, vous avez signé la loi de la mer, c'est pas, on n'est pas d'accord là. Écoutez, on ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Historiquement, c'est à nous. Donc la loi de la mer est venue après. Donc ça, c'est à nous. Attendez, vous pouvez définir un petit peu géographiquement. Non, on reste toujours dans l'ambiguïté, comme ça personne ne peut trop râler. Hein, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et voilà, et vous pouvez remarquer, enfin vous le voyez peut-être mal à l'écran, mais le dessin qui est là est exactement le même que celui qui représente les frontières terrestres. Donc ils considèrent vraiment ça comme un territoire. Hein, comme un territoire, c'est pas de la mer pour eux. Alors qu'ils sont signataires, encore une fois, de Montego Bay. Et ils se heurtent aux Américains qui ne sont pas signataires de Montego Bay. Là c'est amusant. Enfin, ils se heurtent à tout le monde, là, oui. Mais les Américains, effectivement, se sentent mal. Je lisais un papier de leur collège tout à l'heure, justement, en venant dans le train, et ce que disait le professeur qui faisait une étude assez brillante, d'ailleurs, sur tout ça, il disait, ce que je recommande aux États-Unis, c'est de reconnaître, de ratifier, de signer et de ratifier immédiatement la loi de la mer, et non seulement le président, mais tous ses aides, les amiraux et tous les présidents précédents, depuis le 82. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'ils se sentent très mal parce qu'ils ne voient pas très bien comment lutter contre les Chinois, comment avoir une légitimité face aux Chinois. Alors voilà, l'éclat historique de l'économie, je vous rappelle les 33% en 1820, en 1952, donc 49, hein, c'est Mao prend le pouvoir, et il s'intéresse essentiellement à la terre, d'ailleurs les premiers amiraux vont être des terriens. Hein. En 1952, tout s'est effondré, 5,2% du PIB mondial, le PIB chinois. En 78, alors là c'est la catastrophe, Mao est mort en 76. Hein. En 78, ils sont à 4,9%, là ils touchent vraiment le fond. Et heureusement, Zhou Enlai décide, lui, de relancer tout ça et d'ouvrir la Chine au monde. Et la Chine s'est ouverte au monde, en fait, en 78. Voilà, donc elle est au plus bas. Regardez le chemin fait. Fin 2014, c'est la première économie mondiale. Hein, le PIB est 7,5% du PIB mondial, on est encore loin des 30% d'antan. Les États-Unis sont à 16,3%. Donc les États-Unis sont dépassés. Et voilà la courbe. Hein, alors maintenant, il y a des gens qui discutent là-dessus. Il faut reconnaître que le PIB chinois n'est pas toujours très facile à calculer. Bon, alors voilà, vous voyez là, donc ça s'est passé en 2014, hein, le croisement entre la Chine qui montait et les États-Unis qui baissent, comme ça. Voilà où en est la Chine en 2013. En 2013, donc c'est avant le croisement. Deuxième économie mondiale. En fait, si vous prenez le PIB per capita, alors là, c'est ce que ça dit, effectivement, il y a quand même beaucoup plus de Chinois que d'Américains. Et donc là, ils sont plus qu'au 87e rang mondial. Premier partenaire commercial au monde, deuxième destination d'investissement à l'étranger, premier pays manufacturier, plus grand détenteur de réserves de change, plus grande nation créancière. 2014, c'est là que ça se coupe en octobre. Hein, donc ça, c'est la Banque mondiale qui a sorti ces chiffres. Voilà, donc vous avez d'ailleurs le PIB qui est noté là-bas. Mais, problème, ce PIB, c'est ce fameux pacte, vous avez le droit de vous enrichir, parce qu'il faut que ce soit tous les Chinois qui s'enrichissent. Si vous allez en Chine, vous allez à Shanghai, vous allez à Pékin, vous allez trouver des gens riches, des voitures absolument magnifiques, on va aller au Skyline, il y a des gratte-ciel à Shanghai, d'une année sur l'autre, ils changent. Hein. Vous avez en permanence 8 nouveaux gratte-ciel qui apparaissent, c'est absolument phénoménal. Donc c'est vraiment mais ça, c'est dans certaines villes. Vous allez en voiture, j'avais été invité par une société, on était à 2 heures de route de Pékin, c'était le Moyen-Âge. C'était vraiment le Moyen-Âge, hein, l'âne, etc. Donc le but, c'est bien que ce soit l'ensemble de la Chine qui se développe.
c'est ça. Alors l'ensemble de la Chine qui se développe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours un taux de croissance du PIB extrêmement important. Et là, ils sont très ennuyés. Ils sont vraiment très ennuyés parce que ça tombe en permanence. En 2016, donc cette année, ça devrait être plus, on est tombé sous les 7%, et on pense même qu'en 2020, il sera à 4%. Donc, problème. Ils ont un autre problème. Je vous parlais de Malacca tout à l'heure, voilà une carte américaine qui montre tout ce qui passe dans l'océan Indien, et entre autres par Malacca. Malacca, c'est un détroit extrêmement important, pas seulement pour la Chine. Hein, la Chine est là. C'est important pour la Corée du Sud, encore une très grande économie. C'est important pour le Japon, une autre très grande économie. Et puis il y en a une petite, il ne faut pas oublier, c'est Taïwan. Donc là, vous avez 4 grandes économies qui manquent d'énergie et qui prennent du pétrole et du gaz naturel liquéfié sur des méthaniers. Et tout ça, ça vient d'où? Eh bien, ça vient du Golfe arabo-persique pour l'essentiel. Voilà, donc vous comprenez que, écoutez, ça pose un problème parce que il n'y a que 2% qui vient du Pacifique, pas grand-chose. Donc quasiment tout passe par l'océan Indien. Il n'y a pas que ça, parce que si c'est l'usine du monde, qu'est-ce qu'ils font de cette énergie? Eh bien, ils la transforment en matière. En matière, pardon, il n'y a pas que l'énergie qui passe, il y a aussi du fer. Il y a aussi du soja, enfin bref, tout ce dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur industrie. Donc, et une fois que c'est terminé, et bien, grâce au miracle du conteneur, ça repart dans l'autre sens et ça va irriguer l'Europe, les États-Unis, etc. Donc, ce détroit est indispensable. Même s'il y a le détroit de la sonde et le détroit de Lombok, mais ça rallonge beaucoup, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, il y a un président qui s'appelle Hu Jintao qui a réfléchi en 2003, il s'est dit oh là là, mais il y a un dilemme là. Le 23 novembre 2003, il écrit ça dans un journal de Hong Kong, et c'est devenu, c'est devenu officiel un peu plus tard. Il s'est rendu compte que le détroit de Malacca est le centre de gravité du développement de Chine. Si on ferme Malacca, il n'y a plus de quoi faire fonctionner les usines, et le pacte entre le gouvernement et le peuple va s'effondrer. Si le pacte s'effondre, c'est la révolution, donc c'est la fin de Chine. Donc ça ne colle pas, il faut faire quelque chose. Alors quelles sont les menaces qui pèsent sur le détroit? Bon, la piraterie, vous savez qu'actuellement c'est le premier lieu de piraterie, pas tellement le détroit, mais la mer de Chine méridionale, le bas de la mer de Chine méridionale, voire même le détroit de Singapour. Juste devant. Le détroit de Singapour, c'est l'aboutissement du détroit de Panama, du détroit de Malacca, pardon. Il y a le terrorisme maritime. Bon, il a été très fort pendant un certain temps, du moins beaucoup de menaces, à partir de l'Indonésie, c'est un des côtés du détroit. Et puis surtout, il y a eux, ce qui les inquiète, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, ce ne sont pas les alliés. Les Américains, il y a les Indiens en plus, c'est les grands ennemis de toujours. Bon voilà, donc est-ce que les Américains ne pourraient pas le bloquer notre commerce si on attaque Taïwan? Voilà. Donc ça leur pose un problème, donc il faut s'en prémunir. Et ils ont trouvé que pour s'en prémunir, il fallait faire une puissance maritime. C'est bien si vous l'avez fait tout écrit en anglais, la langue de l'amiral Mahan. En 2012, c'est le président toujours le même, Hu Jintao, qui appelle à lutter contre la corruption. Alors ça, vous retrouvez ça tout le temps. Dans la Chine, que ce soit la Chine antique ou actuelle, ils ont toujours eu des problèmes de corruption. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont perdu toutes les batailles navales, c'est parce que, entre autres, les obus, paraît-il, étaient en fer blanc. Il y a un certain nombre l'argent ayant été mis de côté par certains. Donc, et il a dit clairement, il faut faire de la Chine une puissance maritime, et c'est vraiment la vision de Mahan. Donc, en 2013, changement de président, le président Xi Jinping arrive, et le président Xi Jinping il appelle des efforts pour faire de la Chine une puissance maritime. Voilà. Pardon, j'ai dit naval, c'est maritime, parce que naval, vous savez bien qu'en anglais, naval, ça veut dire simplement militaire. Là, c'est maritime, donc au sens où je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc il dit bien qu'au XXIe siècle, les océans et mers jouent un rôle de plus en plus important dans le développement économique et l'ouverture d'un pays. Il met l'accent sur le statut stratégique d'importance croissante des océans et des mers concernant la concurrence mondiale dans les domaines politiques, économiques, militaires, scientifiques et technologiques. Quand est-ce que notre président va dire ça? Alors, annonce en 2013 du projet de route maritime. Alors là, je vais assez vite, je passe le temps.
Vous savez qu'il y avait la fameuse route de la soie avant, donc la route terrestre, et puis il y avait une route maritime, qui était d'ailleurs la plus active, qui irriguait Rome. Il faut savoir qu'il y a des échanges entre la Chine et Rome. Le seul problème, c'est que les Chinois ne trouvaient rien d'intéressant à acheter à Rome. Donc ils récupéraient l'or de Rome, et donc on ne trouvait pas grand-chose de romain en Chine. On ne pourra pas en trouver. En revanche, on trouvait beaucoup de soie, parce que les Romains aimaient bien la soie, et d'autres produits. Donc voilà, l'idée de revenir à la route de la soie, pourquoi? Parce que justement, avec ce PIB qui s'effondre, eh bien, il faut le relancer, il faut trouver de nouvelles façons de faire. Donc, la Chine veut renforcer son économie en contribuant à l'ouverture de corridors commerciaux à travers les continents. Alors ça, c'est la partie terrestre. Le seul problème, c'est que la Terre, ils ont des ennemis en face, encore une fois. Et quand ils vont vers l'ouest, alors là, ils ont des problèmes musulmans. Xinjiang, ils sont toujours, d'ailleurs, ils sont pas toujours, depuis que ça existe et qu'il y a des musulmans en Chine. Xinjiang, c'est un pays, c'est un État musulman, dirais-je. Et puis après, il y a le Tadjikistan, etc. Ils sont pas très bien. Donc il reste finalement plus que le seul bon, finalement, c'est la route maritime. Voilà. Donc ça permettrait d'améliorer les infrastructures de ces pays-là, parce que les Chinois veulent les aider, les pays. Donc ces fameuses escales sur la route de la soie. Alors, on a souvent parlé de collier de perles. Et il y a encore des gens qui font le distinguo entre collier de perles et la route de la soie. Moi, personnellement, je ne vois pas de distinguo. Depuis le départ, ils avaient cette vision économique, depuis très longtemps. Alors, donc ça sert à... Ils veulent, si vous voulez, améliorer l'interland de ces escales de façon à permettre une meilleure pénétration de leurs produits et voire même de leurs achats, parce que c'est du gagnant-gagnant dans l'affaire. Alors vous comprenez bien que les Asiatiques sont particulièrement heureux, et ils ne sont pas les seuls. Je voulais vous présenter deux transparents que j'ai enlevés aussi pour gagner du temps, mais enfin, il y en a dans l'un d'entre eux, il a été décidé tout à fait récemment, là, il y a moins de 15 jours, que la nouvelle base navale qu'ils sont en train de faire à Djibouti, ça va être une base navale, mais pas que. C'est-à-dire que ça va permettre à l'Éthiopie, ça va servir de port pour exporter les produits éthiopiens. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et ils font la même chose avec leur port pour le Népal. Le Népal qui est un pays enclavé, donc qui ne peut pas sortir. Donc vous voyez, il y a cette vision-là, c'est on améliore, on graisse, je dirais, les rouages du commerce asiatique d'abord. Et j'en veux pour preuve l'AIB, cette fameuse banque qu'ils ont créée tout à fait récemment, parce qu'ils trouvaient que la Banque mondiale, là vous allez voir qu'ils sont en train de refaire en double tout ce qui existe au niveau mondial, ils le font en chinois. Parce qu'ils trouvent que ça ne marche pas bien. Alors là ils ont fait donc cette nouvelle banque, et le capital autorisé de 100 milliards de dollars est réparti à hauteur de 75% pour les Asiatiques et 25% pour les autres. Alors tout le monde ne s'est pas cité dessus, la France a pas bien. Il y a la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Allemands, évidemment pas les Américains, ni les Japonais. Donc là c'est un premier problème. On va voir qu'il y a un problème quand même économique assez important. Donc voilà, ils se sont lancés là-dedans. Alors voilà cette fameuse route de la soie. La seule différence, c'est que ça va évidemment vers l'Europe, le Pirée, c'est comme ils ont acheté le Pirée en entier, d'ailleurs maintenant, l'exploitation. Mais ça va plus loin, puisque là, il y a les côtes d'Afrique, et ils sont en train de faire des bases navales qui sont prévues de l'autre côté. Bon, en bref, ils veulent aller partout dans le monde. Donc ça ne s'arrêtera pas ici. Mais ça passe toujours par le détroit de Malacca. Eh oui, vous comprenez le dilemme, vous comprenez le problème existentiel. Alors, si je fais une petite analyse géopolitique, celle-là elle est tronquée aussi, la Chine manque de matières premières nécessaires à sa croissance et à son autosuffisance alimentaire, ceci c'est important, ce fameux soja. Son développement donc dépend de l'extérieur. Bon, ça c'est facile à comprendre. La Chine n'a pas d'allié fiable à ses frontières terrestres. De fait, c'est une île géopolitique. Ses côtes constituent la seule ouverture, ça je vous l'ai déjà dit. Sa façade maritime, on l'a déjà vu aussi, 18 000 km est restreinte eu égard à sa superficie. Son domaine maritime exploitable est relativement peu étendu parce qu'il mange 2 fois plus de poissons que le terrien moyen. Il faut savoir aussi. Bon, cela dit, ils ont énormément de fermes aquacoles, ils sont très très en avance dans ce domaine. L'essentiel de son trafic maritime doit passer par les détroits. Bon, ben voilà, écoutez,
écoutez, là c'est un simple rappel de tout ce que je viens de dire, et elle ne contrôle pas le Châtelet d'île longeant ses côtes, c'est-à-dire la première ligne d'île. On va en reparler sur le plan stratégique après. Alors, comment répondre à ça? Ben, écoutez, c'est assez simple. Hein. Je peux pas. Il faudrait contrôler Malacca. Il faudrait contrôler Malacca pour assurer donc, la survie. Enfin, ça serait très important. Donc, si je ne peux pas le faire, parce que là, on ne va pas faire une guerre à Singapour, même s'il y a des Chinois, et puis il n'y a pas que là. Enfin, tout ça, c'est quand même pas des grands amis. Il y a toute l'ASEAN, là, hein, quand même. Ce ne sont pas des amis très proches de la Chine. Ils n'ont rien contre. Ils veulent bien se développer avec la Chine, mais quand même. Alors, du coup, là, vous avez la mer de Chine méridionale. Donc, bah, ça serait bien de la contrôler. Parce que si on ne contrôle pas un détroit, si on contrôle l'entrée et la sortie, bah, ça revient au même. Hein. Donc, finalement, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et ils sont beaucoup intéressés à l'océan Indien. Je vous rappelle que grâce à la piraterie, ils ont pu commencer à intervenir en océan Indien à partir de 2008. Hein, et ils ont appris à naviguer, parce qu'ils n'avaient jamais navigué aussi longtemps, jamais aussi loin. Et ils ont appris au contact des autres à naviguer. Donc, voilà. Donc, la mer de Chine méridionale. Ça, on va avoir beaucoup de problèmes tout à l'heure. 2, l'océan Indien. 3, bah, écoutez, il faut repousser, acquérir l'espace stratégique dans le Pacifique. Hein. Donc passer de cette première, déjà atteindre la première ligne d'île, et ensuite aller plus loin. Ensuite, il faut développer des alternatives à Malacca s'il y en a, aussi bien terrestres que maritimes éventuellement. C'est-à-dire passer par là. Et pour tout ça, bah, il faut une marine de guerre. Il n'y a rien à faire. Alors ils sont passés. La première fois qu'un de leurs bateaux est allé faire une escale, c'est en 1985, c'est pas vieux. Hein. Maintenant, ils font le tour du monde en permanence. Alors, contre la mer de Chine, je vous ai mis ici une petite carte, et comme vous pouvez lire très facilement, c'est du vieux mandarin. Enfin, c'est du mandarin ancien, c'est-à-dire c'est une carte de Taïwan. Parce que le président Mao a fait changer les caractères pour les simplifier. Il a beau les avoir simplifiés, j'arrive pas à m'en souvenir. Donc voilà, vous voyez, et là, en 1946, donc c'était l'époque du Kuomintang, encore, c'était les nationalistes qui étaient en Chine. En 1946, il y a un géographe qui a été envoyé et qui a fait une étude très sérieuse qui a dit tout ce qui est à l'intérieur de cette ligne en 9 traits, c'est chinois. Bon. 49, alors ça c'est une carte qui a été faite en 47, reconnue par le ministère de l'Intérieur. Et en 1949, Mao arrive, et il chausse ses bottes, de même qu'il a chaussé celles des empereurs, hein, il fait la même chose. Là, il dit, bah, ça c'est chinois. Voilà. Alors, donc contrôler la mer de Chine, ça veut dire contrôler ça, qui fait 62%, donc à peu près exactement, puisqu'on n'a jamais eu les positions, latitude, longitude exactes de ces traits. Hein. Voilà, donc, bah, écoutez, ça donne quoi? Bah, ça flatte le nationalisme, mais alors c'est toujours ambigu. Et les Chinois, ils sont très forts, parce que ils ne se bloquent pas, ils sont très, très durs, mais vu qu'il n'y a jamais de précision, donc finalement, les gens ne peuvent pas trop argumenter, puisqu'on ne peut pas argumenter sur grand-chose. Alors, donc il y a les ressources halieutiques, là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'espace pour la SNE, je vous expliquerai pourquoi après. Il y a la protection des flux maritimes, ben oui, là, vous avez beaucoup de choses qui passent par là. Bon, il y a aussi du pétrole, bref, je passe assez vite là-dessus, mais il y a beaucoup de choses. Alors, au point de vue économique, la mer de Chine méridionale, c'est aussi 10% des ressources halieutiques du monde, ce qui est quand même colossal. Vous comprenez pourquoi ça les intéresse aussi. Et le trafic maritime serait de 5 000 milliards. Pas 5 trillions, c'est 5 trillions. En anglais, oui, mais ce n'est pas les mêmes trillions en français. Alors attention, un trillion anglais, c'est 1000 milliards français. Voilà. Et maintenant, si je fais un zoom sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vient de l'Atlas chinois, et que je fais le parallèle avec la carte du Kuomintang, vous voyez que c'est la même chose. Donc c'est vraiment, ça, ils disent, ça c'est à nous maintenant. Oui, mais alors ça pose un certain nombre de problèmes. Là, voilà cette fameuse île, parce qu'avec la ZE, d'après Montego Bay, il y a une ZE pour tous ces pays-là. Vous avez la Malaisie qui en a une, vous avez la Malaisie ici, surtout le Brunei qui en a une partie, les Philippines qui en ont, le Vietnam qui en a. Et bref, tout ça, ça fait des différents maritimes. Ça fait différents maritimes et ça ne se passe pas très bien. Alors, je reviens au SNLE. En fait, les Chinois ont
on travaillait, je vous montrais tout à l'heure les problèmes qu'il y a entre les Américains et les Chinois du côté du golfe de Bohai, vous savez, c'est ce fameux golfe qui est à côté de Pékin, là, dans le nord. Parce que c'est là que mettaient leurs sous-marins à une époque, leur SNLE, ils ont eu beaucoup de mal à le mettre au point. Et en fait, la première patrouille réelle de SNLE a été faite l'année dernière, hein, alors que ça fait plus de 15 ans qu'ils en ont. Bon, mais ils apprennent tout seuls, il ne faut pas oublier qu'ils sont tout seuls. Hein, donc ils apprennent tout seuls, ils doivent tout développer tout seuls, mais ils ont le temps, ils ne sont pas pressés. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que regardez, ça c'est la fameuse langue, et vous avez tous les hauts fonds qui sont là. C'est quand même sympa, et ici vous avez la base de leur SNLE, hein, sur l'île de Hainan. Voilà, vous avez alors ils ont creusé la falaise, enfin bref, ce qu'on voulait faire vers Zékébir, ils l'ont fait là, ils l'ont fait, et voilà, ceci expliquant l'importance aussi de la mer de Chine pour eux, même si ça n'avait pas été vu en 1946. À quoi la présence en océan Indien? Écoutez, ça se comprend tout seul avec la mer de Chine, avec la route de la soie maritime, et puis je vous ai dit que quasiment toutes leurs ressources, enfin une bonne partie de leurs ressources énergétiques passaient par là. Voilà, donc ça paraît évident. Et surtout protéger l'autre accès. En n'oubliant pas qu'ici, ils ont quelqu'un qui n'est vraiment pas l'ennemi. Même s'ils se parlent. Hein. Troisièmement, desserrer les taux stratégiques dans le Pacifique. Ici, j'ai marqué en gros les ZE, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de possibilité enfin, s'ils peuvent passer au travers. Mais quand même, tout ça, ils ne peuvent pas exploiter les fonds, en tout cas. Voilà. Mais il y a aussi autre chose, c'est que si vous passez par là, eh bien, le jour où l'Arctique, la route du Nord sera ouverte, eux, ça les intéresse beaucoup. C'est eux les premiers gagnants du réchauffement climatique. Hein. Parce que ça pardon, normalement ça devrait être assurant. Non, c'est pas assurant. Donc j'y viendrai après. Autre chose, donc c'est repoussé. Et là, vous voyez le fameux, comment on dit, c'est AD2, là où AD, je ne sais plus. En fait, en 1982, vous avez un amiral, un général chez eux, qui était d'ailleurs un ancien armée de terre, un compagnon de route de Mao, qui s'appelait l'amiral Liu Washim, qui a été chargé de lancer la marine. Alors il a beaucoup lu Gorchkov, hein, l'amiral russe, et avec sa théorie du bastion, entre autres, et il a vraiment appliqué pour lui, d'où Bohai au début, hein, pour le SNLE, mais après, il a mis un certain nombre d'objectifs qui n'ont pas changé depuis 1982. C'est-à-dire, en l'an 2000, la marine devra contrôler les zones maritimes allant jusqu'à la première ligne d'île, hein, donc là c'est les îles japonaises, hein, enfin, ça ne revient plus. Bref, c'est les dernières îles japonaises. Ensuite, ici, vous avez Taïwan. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est les Philippines. Bon, ils sont un peu en retard, hein, parce qu'ils n'en sont pas encore là, mais ils y sont presque. Mais là, vous comprenez aussi pourquoi il leur faut la mer de Chine méridionale. Ça en fait partie. Hein, c'est toujours la même chose. 2020, la marine doit pouvoir contrôler la deuxième ligne d'île qui passe à Guam. Alors, on va nettement plus loin. Hein. Et quand je dis contrôler, c'est qu'il faut avoir les missiles éventuellement, il faut avoir les bateaux, il faut être capable de pouvoir contrôler. Hein. C'est pas de prendre, on ne prend pas la mer, mais c'est de pouvoir la contrôler au besoin. Et en 2050, la marine doit avoir une capacité d'intervention mondiale. Écoutez, à la vitesse à laquelle ils vont, et les êtres en avance. Dernière chose, retournement de Malacca, alors là je vais très vite, hein, parce qu'il y a quelque chose qui passe par le Myanmar, l'année dernière ils ont ouvert un oléoduc et gazoduc, hein, donc ça passe ici, mais là ça va irriguer, je dirais, le centre de la Chine, hein, ça ne sera pas tout à fait les mêmes choses qu'en passant ici. Vous avez quelque chose que je n'ai pas marqué, c'est l'accord qui a eu lieu entre Poutine et Xi Jinping, hein, pour les approvisionnements en gaz, ça n'a pas encore commencé, il faut quand même construire les pipelines, etc. Ça va venir très rapidement. Et vous avez ici Gwadar, le port qui a été fait au Pakistan. Le seul problème, c'est qu'il est prévu de faire un tronçon absolument extraordinaire avec voie de chemin de fer, pipeline, etc. Ouais, mais enfin, le problème, c'est que le pays s'appelle l'Afghanistan, là, hein, quelque part, donc ça pose des problèmes pour le moment. Donc ça autant Gwadar est bien développé, contrôlé d'ailleurs par les Chinois, hein, la direction du port est chinoise, mais autant le reste n'est pas très ouvert. Ils pensent ici faire aussi, c'est la presqu'île de Kra, ici, penser faire un canal aussi, justement pour chanter le passage par Malacca. Et puis la route du Nord, hein, la fameuse route
route, voilà, cette route arctique qui vous fait gagner 30% de temps entre un port, bon là c'est Busan en Corée, mais c'est la même chose si vous partez de Chine en face. Il faut oublier que 7 sur 10 des plus grands ports du monde sont chinois. Voilà, donc ça fait gagner du temps, mais alors quand, parce que c'est pas tout que ça fonde à un moment, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit en permanence, hein, et que surtout il n'y ait même pas de glaçon qui reste, parce qu'un bateau avec une coque normale, il va se déchirer sa coque sur le moindre glaçon qui est le résiduel. Enfin, le moindre glaçon. Ils sont un peu gros, mais donc il faut attendre avant que ce soit vraiment exploitable à long terme, et par des bateaux quelconques, ça va demander un certain temps. Et il y a autre chose, là, quand même, de l'autre côté du Pacifique, vous avez entendu parler de ça, bien sûr c'est un homme d'affaires qui a fait ça, donc ça ne peut pas être le gouvernement chinois, mais là vous avez le canal de Panama, et ils sont en train de faire ici le canal du Nicaragua. Alors quand je dis que je plaisante un petit peu en disant évidemment que c'est un homme d'affaires, donc ça ne peut pas être le gouvernement chinois. Souvenez-vous du porte-avions que je vous montrais tout à l'heure, il avait été acheté pour faire un casino à Macao. Un homme d'affaires, c'est un porte-avions. Voilà, donc vous voyez, voilà, tout ça, ça a été 50 milliards de dollars. Vous avez, tout ça, ça a été lancé tout à fait récemment. Ça a été accepté il y a moins de 6 mois, il y a quelques mois, par le gouvernement, par le Parlement du Nicaragua. Voilà. Ça risque de poser quelques petits problèmes écologiques, enfin, a priori, ça va se faire. Alors, on arrive enfin à la puissance navale. La puissance navale, là, c'est vraiment les militaires. Enfin, les militaires. Tout à fait. D'abord, la marine, 255 000 hommes en 2011. Hein. C'est flotte de combat 2012, je suis désolé, j'ai pas acheté le dernier exemplaire, mais ils sont pas, ça va être beaucoup baissé puisqu'elle est en pleine expansion. Les forces, alors après, ils ont des forces maritimes paramilitaires. Forces maritimes paramilitaires, donc ça s'appelle les dragons des mers. Et là, vous avez, il y en avait 5 à un moment donné, et puis dans les bagarres qu'il y avait le long de autour des îles Kyoryū, dont je vais vous parler après, il y a des moments où ça devenait difficile à contrôler, si vous voulez, tous ces bateaux, et le risque, c'est justement qu'il y ait quelqu'un qui finisse par utiliser des armes et que ça dégénère. Donc ils ont regroupé 4 d'entre eux en un seul, qui s'appelle le China Coast Guard, tout bêtement, en anglais, et puis il en reste un autre, quand même, le ministère des Transports qui a voulu garder son petit précaré. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que ces bateaux-là, ce n'est pas des vrais bateaux de guerre, ils ont un petit armement. En revanche, ce qu'ils font souvent, c'est épauler, c'est donner un petit coup, leur rentrer dans les bateaux, les repousser. Alors pour ça, ils viennent de sortir en janvier de cette année, le plus gros garde-côte au monde, vous voyez, il est là, vous avez un Américain, un destroyer Harleybird, à côté, donc vous voyez la taille. Donc ils ont fait le plus gros, il y en a un deuxième qui va sortir, hein, la mission effective c'est en mai 2015, et le suivant, donc c'est en janvier 2016. Voilà, donc le tonnage est très important, et surtout quand vous avez en face de vous les bateaux en bois de pêche, ça permet de les repousser un petit peu. Et puis surtout, ils ont autre chose, c'est qu'il y a la milice communiste, Mao avait fait une milice à terre, ils en ont fait une en mer. Et cette milice est très importante. Pourquoi elle est importante? D'abord, on sait qu'elle est intervenue au moins dans des îles qui ont été prises aux Vietnamiens du Sud en 1974, juste avant la chute du Vietnam, et qui n'ont jamais rendu le Vietnam du Nord, évidemment, ils les ont gardés. Ça, c'est dans les îles Spratly. Et puis, tous les combats qu'il y a eu par la suite, enfin tous les combats, tous les chocs qu'il y a eu par la suite, c'était mené essentiellement par des milices. Alors, là, vous voyez les bateaux des milices, ce sont des bateaux de pêche, mais qui sont militaires, enfin, c'est une sorte de, comment dire, un peu comme la garde nationale aux États-Unis, suivant la mission, ils sont militaires ou ils sont pêcheurs, quoi. Ce qui est quand même pas mal. Parce que face à un bateau de guerre américain, il ne sait jamais face à qui il est, enfin, américain ou d'autres pays. Et ça permet de baisser le niveau, si vous voulez, l'explosivité, si je puis dire, de la situation, hein, le moment où la situation risque de dégénérer. Alors, ces bateaux, ils peuvent même avoir des missiles anti-aériens, ils peuvent avoir tout, enfin, missiles à la main, quand même, hein. Les mines, on ne les voit pas tout le temps. Mais l'avantage de la milice chinoise, c'est qu'ils
D'abord, la flotte de pêche chinoise est la plus grande au monde. Et non seulement c'est la plus grande au monde, mais elle a aussi beaucoup de bateaux en acier. Et ils ne choisissent que les bateaux en acier. Et en phase 2, en général, ces bateaux, donc, encore une fois, vous avez soit le tonnage, mais il n'y a pas que le tonnage, il y a aussi la résistance de la coque. Donc voilà, ça c'est très important, hein, et ça permet justement de faire beaucoup de choses en disant mais c'est pas nous, c'est les civils qui ne veulent pas, c'est eux qui ne veulent pas, donc vous n'allez pas tirer au canon sur les civils, ou alors si le japonais ou le coréen ou l'américain tire au canon sur un chalutier, ça fait des ordres, je dirais. Alors le Liaoning, évidemment, c'est la province qui est contre la Corée, hein, la province Liaoning. Voilà, là c'est une belle photo de l'artiste, hein, parce que là, vous avez un avion, incidemment vous avez un dauphin, là. Voilà, donc c'est un bateau, ils apprennent, c'est le fameux casino flottant, là, hein, et ils apprennent là-dessus, et il semblerait même qu'il y ait peut-être le Brésil qui les aide, hein, donc avec à partir du Foch, pour leur apprendre à fonctionner. Ils ont exactement les mêmes gilets sur le pont que nous, hein, que les Américains d'ailleurs. Voilà, donc tout ça ils apprennent, ils ont le temps, encore une fois. Et ils sont en train de construire 2 ou 3 autres porte-avions, alors là, de conception purement nationale. Et surtout, alors là, rupture, au point de vue de l'armement, ils ont sorti un certain nombre de missiles balistiques qui sont anti-porte-avions. Alors ils se souviennent quand même, hein, il y a eu 3 accrochages pour Taïwan, hein, le premier au moment de la guerre de Corée. Les Américains avaient 102 porte-avions, hein, pour le voir à ce moment-là. Donc ils n'ont pas pu intervenir, envahir la Taïwan à un moment, parce que justement les Américains ont envoyé 2 porte-avions qui sont passés dans le détroit, et là ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. D'où l'importance de porte-avions, encore une fois. Hein. Et du coup, ils ont sorti une arme anti-porte-avions. Donc, ça serait une arme avec une tête hyper véloce en fin de parcours. Alors, ça exige évidemment une désignation d'objectifs, une édition d'objectifs particulièrement bien faite. A priori, ça dépend de la 4e armée, qui s'appelle la seconde force d'artillerie chez eux. C'est une autre armée, c'est pas l'armée de terre, c'est pas la marine, c'est tout ce qui touche au missile, en gros. Voilà, donc ce DF-21, là, qui s'appelle, alors ça c'est un dessin bien chinois, avec quelques porte-avions américains qui sont coulés, quelques bateaux qui sont coulés. Voilà, donc il y a une portée qui est quand même assez importante, de 1000 à 2500 km. Donc pour contrôler la mer, c'est quand même pas négligeable. Et ils ont aussi un DF-26 qui va plus loin, alors là il appelle le tueur de Guam. C'est la grande base navale qui est dans la 2e ligne d'île. Bon, les accroissements de dépenses militaires de la Chine, écoutez, ils étaient quasiment de 10% tous les ans, donc ça permet quand même de bien avancer. Il y a que cette année, là, ça a baissé, on sent que le PIB baisse, ils sont qu'à 9%. Alors voyons, enfin, j'ai eu aux confrontations, j'en ai un petit peu parlé, mais je crois que tout ça, c'était nécessaire, hein, parce que sans quoi on ne peut pas comprendre. Alors, écoutez, d'abord, il y a un problème économique. La route de la soie, c'est chinois. Il y a quelques pays européens qui sont greffés, mais encore une fois, c'est asiatique d'abord, à 75% de la banque, par exemple. Et les Américains ont lancé le 5 octobre 2015, c'est pas vieux, ça c'est pas la fin, c'est le jour où ça a été accepté, le TPP, hein, le Trans-Pacific Partnership, qui concerne 12 pays, de part et d'autre du Pacifique. Regardez ces pays-là. Il n'y a pas la Chine, c'est marrant. Donc il n'y a pas la Chine. Il n'y a pas beaucoup de pays d'Asie d'ailleurs. Vous avez le Japon, vous avez le Vietnam, vous avez le Brunei, vous avez la Malaisie, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Chili, le Mexique, les États-Unis, le Canada. Donc vous voyez que même les pays, la plupart des pays d'ASEAN n'y sont pas. Donc ça représente quand même 36% du PIB mondial. Hein. Ça rappelle les anciens chiffres, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça c'est lancé par les Américains qui font exprès de ne pas mettre les Chinois. Et du coup, les Chinois ne sont effectivement... Les Américains ne sont pas non plus dans la route de la soie, cette fameuse banque. Hein. Il n'y a pas les Américains, il n'y a pas les Japonais non plus dans la fameuse banque. Donc les Japonais sont totalement dans le camp américain de ce côté-là. Par parenthèse, vous n'avez pas ici non plus la Corée. Hein. Alors voilà, donc là vous avez l'argent que ça représente, hein, les flux qu'il y a, les flux d'argent que ça représente. C'est rapidement, c'est pas très intéressant, mais vous voyez là encore une cristallisation
de certaines rancœurs extrêmement importantes. Alors du coup, les Américains avaient sorti une stratégie navale il y a quelque temps, et ils l'ont remise à jour au mois de mars dernier. Ils ont fait le constat que depuis 10 ans, ils ont fait une guerre terrestre. Alors c'est bien de faire des guerres terrestres, mais pendant ce temps-là, ils ont complètement laissé tomber la marine. Enfin, complètement. Pas tant que ça, mais enfin, ils ont fait 10 porte-avions, leur SNA, le nom de SNA s'est cassé la figure. Et surtout, ils n'ont pas développé de nouvelles armes. Les nouveaux missiles sont beaucoup moins bons. Ils ne sont pas au niveau les anciens missiles ne sont pas au niveau des missiles chinois dont je viens de vous parler, les F-21 et les F-26. Enfin, on pense. Donc 308 bâtiments, souvenez-vous, à l'époque du président Reagan, c'était la feuille de 600 bateaux qui étaient recherchés. Bon, d'accord, c'était pas la même période, mais là, maintenant, brutalement, il manque de coques. C'est des manques de porteurs de systèmes d'armes. Face à la marine chinoise qui est énorme, elle est au deuxième rang mondial actuellement en nombre de bateaux. Sachant qu'elle a commencé après 85. C'est quand même phénoménal. Donc, alors ça ne veut pas dire que ça bien s'en servir, mais justement ils apprennent. Encore une fois, ils ont le temps. Ils apprennent, ils font ça méthodiquement. Donc là, ce qu'ils voudraient, c'est 120 bâtiments américains positionnés en 2020 et 60% dans la région Asie-Pacifique. Il y a toujours un tropisme américain, un tropisme asiatique pour les Américains. Ils ont toujours, souvenez-vous, la flotte de la mer Alpéry en 1852 au Japon, forçant le Japon à s'ouvrir, l'Open Door Policy, etc. Ils ne voulaient pas rentrer en guerre contre l'Allemagne, uniquement contre le Japon. Enfin, il faut garder tout ça en mémoire. Et du coup, les Américains, oui, vu qu'ils ont que la moitié des bateaux nécessaires, eh bien, ils ont besoin d'alliés. Alors, ils parlent beaucoup dans cette stratégie d'alliés ou de partenaires. Il y a un distinguo subtil, c'est que l'allié, c'est moi qui ai mis les noms, ils ne sont pas cités évidemment. L'allié, c'est les gens qui utilisent les mêmes armes qu'eux, si possible, qui ont une interopérabilité complète. Ils ont des destroyers Aegis, par exemple, la Corée aussi bien que le Japon. Pas les Australiens, mais tous ces gens-là ont fait des porte-avions, des porte-aéronefs. Des porte-aéronefs. Et comme par hasard, sur celui des Australiens, il y a même un ski jump, alors qu'ils n'ont pas acheté d'avion pour aller dessus. C'est quand même étonnant, mais pas tant que ça, peut-être si on réfléchit un peu plus loin. Alors regardons les premiers problèmes qu'il y a eu. Alors d'abord, c'était les avions, c'était les Tiagos, ces bateaux qui éteignent les antennes de TBF absolument énormes, qui servent à détecter les sous-marins. Et bien, comme par hasard, le Boeing en 2001-2002, c'était là. Pourquoi? C'est simple, parce que le SFE était en golfe de Boeing, donc ils étaient restés dans le coin. Et quand tout ça s'est déplacé vers Hainan, vous avez les incidents qui sont déplacés aussi vers Hainan, à peu près à ce moment-là. Donc voilà, il y a ce fameux avion là, en 2001 qui a eu une collision avec, c'est une sorte de P3, mais de renseignement pur, qui a été heurté par un chasseur chinois. Donc le chasseur, lui, est tombé à l'eau, le pilote est mort, mais l'avion a été obligé de se poser à Hainan, et les Chinois l'ont rendu en pièces détachées. Alors, il y a eu d'autres incidents, je vous les montre rapidement, vous savez que ça c'est la suite du P3, l'avion de patrouille maritime. Ça c'est un chasseur chinois photographié à partir du hublot d'un avion américain pour montrer à quelle distance il vole. Voilà, donc il y a eu un certain nombre d'incidents comme ça, et il y a eu à nouveau un Tiagos avec un bateau marchand un bateau de pêche, pardon, qui essayait de couper l'antenne. En fait, c'est un bateau de hélice qui essayait de passer sur son arrière, au ras de l'arrière pour couper l'antenne avec ses hélices. Alors, voyons, puisque je vous ai parlé des alliés, des Américains, c'est là essentiellement le problème, si vous voulez. Parce qu'eux, ils y habitent en permanence. Donc, le Japon. Alors, le Japon, vous avez entendu parler du problème des îles Senkaku. Senkaku, oui, c'est ça. Ce sont ici. Alors, tout ça, c'est japonais. Là, vous avez Taïwan. Et là, vous avez quelques petites îles, qui sont 5 îles, en fait, dans lesquelles il n'y a rien. Je ne sais pas si les chèvres. Mais elles appartenaient à des privés japonais. Et ces privés leur ont vendu 3 au Japon. Taïwan et la Chine, là, sont tout à fait d'accord. Là, ils réagissent en chinois, d'abord. Encore une fois, ils sont chinois avant d'être nationalistes ou communistes. Donc, ils râlent, ils disent, mais non,
ça c'est à nous. Donc ils envoient, tout le monde envoie les bateaux. J'ai pas mis de photos, mais c'est assez impressionnant. Vous avez tout le monde qui essaie de se rentrer dedans. Hein. Vous avez des dizaines, voire même des centaines de bateaux qui sont en train de faire des spaghettis dans l'eau. Et ça a évolué très vite. C'est parce qu'ils ont sorti un livre blanc que vous pouvez trouver, hein, toujours sur Internet. Cherchez White Papers, China. Et là, vous avez, ils ont dit, bah, écoutez, ces îles font partie, c'est vital. Hein, c'est un intérêt vital, au même titre que Taïwan, le Tibet ou le Xinjiang. Alors là, ça commence à devenir embêtant, parce que si c'est un intérêt vital, on fait les guerres pour les intérêts vitaux. Mais ils l'ont fait de façon telle, c'est écrit de façon telle, qu'après on leur a dit, mais attends, c'est pas clair votre truc. Est-ce que vous pouvez préciser? Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on précise? Ils n'ont jamais précisé, ils sont toujours restés dans l'ambiguïté la plus totale, ce qui permet justement d'éviter les situations de blocage. Et les surenchères ont continué parce qu'ils ont fait, souvenez-vous, ça dit quelque chose, cette zone de défense aérienne qu'ils ont mis en place sur les îles du Senkaku, c'est-à-dire une zone, c'est écrit zone d'identification aérienne chinoise, qui recouvre les îles Senkaku. Donc ça pose un problème. Et du coup, Obama, le 23 avril 2014, a dit que les Senkaku sont couvertes par le traité de sécurité qui engage les États-Unis à défendre le Japon au cas où ils sont attaqués. Vous savez que les Japonais, quand MacArthur a pris le Japon, à la fin de la guerre, il a imposé une nouvelle loi fondamentale dans laquelle le Japon n'a plus le droit à la guerre. Il n'a le droit que s'il est attaqué. Et en revanche, et encore, c'est les États-Unis qui doivent le protéger. Cette loi, d'ailleurs, est en discussion actuellement. Voilà, il faudrait revenir en arrière sur un certain nombre de choses. Donc là, c'est la première fois quand même que les États-Unis s'engagent sacrément. Hein, parce que s'il y a une attaque, un débarquement chinois, il faut que les Américains ripostent. Donc c'est ça qui est frappant dans cette affaire, c'est que c'est une escalade permanente. Du coup, les Chinois ont fêté pour la première fois la fin de la guerre anti-japonaise. La Deuxième Guerre mondiale, ils l'appellent la guerre anti-japonaise. C'est la première fois qu'ils ont fait un défilé. Et là, ils ont montré leurs missiles, c'est les F-21, ces fameux missiles anti-navires, un missile balistique anti-navire. Voilà. Donc ça, c'est pas vieux, c'est le 3 septembre l'année dernière. Et du coup, les Japonais ont fait une belle revue navale dans laquelle ils ont sorti pour la première fois un pont plat. Alors, ça vous paraît n'être rien, mais j'ai un de mes camarades avec qui j'étais à l'école de guerre américaine qui a commandé la marine japonaise après, qui m'a dit, oui, mais tu ne peux pas savoir. Ça fait une éternité qu'on veut des porte-hélicoptères à pompe plat. Parce que notre boulot, c'est de lutter contre les sous-marins soviétiques dans le Pacifique. Et c'est quand même nettement mieux de voir un pont plat. Hein, ceux qui ont été sur la jeune savent quelque chose. C'est quand même mieux de voir un pont plat pour mettre les hélicoptères en œuvre. Ils ont fait une étude absolument extraordinaire, une étude opérationnelle pour voir ce qu'il fallait, combien de bateaux, combien d'hélicoptères, etc. Et il dit, on n'a jamais eu le droit parce que pour le peuple japonais, le pont plat, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est le symbole de la Deuxième Guerre mondiale du Japon envahissant le reste du monde. Donc ça ne connaît pas. Et bien ils viennent d'arriver à en faire un l'année dernière. Ils ont réussi à le faire passer dans le peuple japonais, vu la menace chinoise, ils ont réussi à faire passer ça. Voilà, donc quand il y avait les bateaux forcés, il y avait beaucoup de monde, hein, mais c'est intéressant, c'est l'Izumo qui est là, ils en font un deuxième actuellement. Pour ça, je vous parlais de les porter en F, ces bateaux seraient parfaitement capables de porter un F-35 Nicolas vertical. Donc les Japonais ont sorti des nouvelles lois. Je vous rappelle qu'en 2011, ils sont installés à Djibouti, première base navale hors du Japon depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Diète a approuvé les lois sur la défense que propose le président, justement, c'est-à-dire l'autorisation d'intervenir ailleurs, l'autorisation de vendre des armes, par exemple des sous-marins à l'Australie, hein, c'est permis maintenant, quoi, voilà. Et ça, les Américains ne sont pas contre, parce que c'est un allié. Donc, ils ont intérêt à resserrer leurs alliés. Je ne sais pas si ça va se faire, mais on verra bien. Donc, le 29 mars 2016, donc la semaine dernière, sauf erreur, peut-être un peu plus, non, la semaine dernière, entre en vigueur de ces fameuses lois qui ont été votées. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, je reviens sur les différents. Là vous avez... je vous remontre la carte rapidement. Juste pour la machine méridionale, il parlait de la diplomatie navale mise en œuvre par les Chinois. Alors il y a un Américain qui appelle ça le saucissonnage, c'est une traduction libre,
c'est la lente accumulation de petites actions dont aucune ne peut constituer le casus belli, donc des petites actions, hein, des petites piqûres, dirais-je, mais qui, par leur accumulation au fil du temps, conduisent à un changement stratégique majeur. Je trouve ça extrêmement intéressant comme approche. Par parenthèse, même si c'était pas une petite action, mais ce que viennent de faire les Russes avec la Crimée, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que c'est pas eux qui l'ont fait. Là, ici, c'est souvent la milice maritime. Souvenez-vous, c'était des types sans insigne, sans rien, qui faisaient ça là-bas. Et au moment où la Crimée a râlé, enfin l'Ukraine a râlé, eh bien, il y avait le droit de veto. Le droit de veto, non, l'ONU n'intervient pas contre la rue, contre ces gens qui sont très subir. Là, c'est exactement la même chose. Ils peuvent hurler tant qu'ils veulent, l'ONU ne fera jamais rien, puisqu'ils ont le droit de veto aussi à l'ONU. Donc c'est une nouvelle approche qui est très similaire, je dirais, des deux côtés, même si là, c'est fait peut-être avec plus de finesse du côté chinois. Donc, en 2009, en plus, ils ont établi un bureau réservé aux conflits territoriaux et marines. On ne fait pas appel à l'ONU. Non, nous parlons en bilatéral uniquement. Donc, les Chinois ne parlent qu'en bilatéral. Ils refusent le reste. Donc, elle prend petit à petit possession de nombreux récifs, hein, avec le remblement, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, et ils refusent donc de s'en remettre à la Convention de Montego Bay, hein, donc la loi de la mer de 82, en considérant que les eaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la ligne des titrés, sont siennes pour des raisons historiques. Pareil pour les Russes. La Crimée, c'est à nous. C'est le berceau de la Russie. Hein, c'est très amusant, je trouve bien un parallèle parfait. Et Washington est mal parce que eux, ils n'ont jamais signé la Convention de Montego Bay. Alors, bon, j'en ai déjà parlé. Alors, le 1er janvier 2014, eh bien, ils ont fait entrer les règles, ils ont mis en vigueur des règles contre la pêche. En disant tous pour pêcher à l'intérieur de ça. Vous imaginez les pauvres pêcheurs philippins, c'est que les Philippines, c'est les pays les plus pauvres au monde. Ils sont charmants, mais ils sont très pauvres. Ils ne peuvent plus pêcher parce que, comme ils veulent, parce que sans quoi les gardes-côtes chinois viennent les attaquer, et puis ils peuvent avoir une amende qui peut aller jusqu'à 82 000 $. Imaginez ça, pour un pêcheur philippin moyen, ça pose des problèmes absolument énormes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, simplement, les Philippines ont déposé plainte. C'est le seul pays à l'avoir fait. Ils sont allés devant la Cour permanente d'arbitrage de la Haye et ils ont déposé plainte en disant écoutez, moi j'ai un problème là. Il y a une loi, vous êtes compétent, donc je dépose un dossier contre la Chine. Très bien. Alors, j'ai effacé pas mal de choses comme vous le voyez. Les Chinois ont répondu allez voir ailleurs, si j'y suis, il n'en est pas question. Le 29 octobre 2015, c'est pas vieux là non plus, hein, la Cour se déclare compétente. Ah, alors là, c'est le coup pour les Chinois, sauf que le 30 octobre, le lendemain, donc, ils annoncent qu'ils rejettent toute conclusion de la Cour permanente d'arbitrage. Alors c'est là qu'on voit l'intérêt de la grosse marine. Qui va faire la guerre pour les Philippines face à la deuxième marine du monde, nation nucléaire? Il n'y a personne. Donc sur la population est gagnée. Alors les Américains, du coup, c'est un petit peu avant, hein, je reviens un petit peu dans le temps, mais en 2014, ici, il n'y a pas que de 10 ans avec les Philippines. Je vous rappelle que les Philippines, c'était la seule colonie américaine hein, dans l'histoire. Ils avaient récupéré, après la guerre de 1898 contre l'Espagne, hein, quand ils ont donc récupéré, après l'explosion du Maine, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, le cas Maine qui est sauté dans le port de la Havane. Et là, du coup, en fait, a priori, c'était la boue qui était pas stable. Enfin, tant pis, ça a permis de... Ils ont floqué une rousse aux Espagnols, ils ont récupéré toutes les possessions espagnoles. Et voilà, donc, signature d'un pacte de 10 ans. Alors, ça ne s'est pas fait au niveau des chefs d'État, mais puisque ça s'est passé avec l'ambassadeur et le ministre de la Défense, mais c'était bien un cadre pour l'augmentation de la présence militaire des États-Unis. Et, bien écoutez, voilà, le 13 janvier 2016, donc il y a 2 mois, 3 mois, après les premières arrestations par Eric Ross, je vous montrais, c'est un déremblement qu'ils ont fait. Je vous montrerai les photos. Les Philippines proposent 8 bases aux Américains. Alors vous vous souvenez que les Américains sont partis des Philippines après la guerre du Vietnam en 1975. Hein, ils avaient Subic Bay, qui était l'énorme base navale américaine. Il y avait Clark Air Force Base, qui était juste à côté, qui faisait tous les bombardements des 52 sur le Nord-Vietnam.
Donc là c'est décidé, c'est 5 aérodromes, 2 bases navales, un camp d'entraînement de haut combat dans la jungle, dont une des bases navales qui sera sur l'île de Palawan, qui est juste à côté, justement, c'est une des îles très en longueur, là, qui est le plus proche du Vietnam en l'occurrence. Par ailleurs, le président Obama étant allé faire un tour pour essayer justement de le président Obama étant allé faire un tour en Asie, là brutalement, les Chinois ont envoyé à partir de Hainan qui est là, une plateforme de recherche pétrolière dans les eaux territoriales vietnamiennes. Alors ils n'étaient pas très contents, mais tout ça c'était escorté par 80 bateaux quand même, le plateforme, vous voyez, c'est un mouvement innocent. 33 navires de la police maritime et de la surveillance maritime, 7 bâtiments de guerre qui restent toujours très loin. Ça c'est un bateau, c'est un pêcheur, un gentil pêcheur qui fait peut-être un petit peu partie des milices quand même, qui est en train d'aborder un bateau des gardes-côtes vietnamiennes. Voilà, il y a un certain nombre d'incidents. Il y a un bateau de pêche, percute des coups, un bateau de pêche de Danang, enfin bref, il se passe un certain nombre de choses. Les Vietnamiens essayant de s'approcher suffisamment de la plateforme pour poser un certain nombre de problèmes, dirais-je, et les autres se défendant. Cela dit, ça a dégénéré à terre, puisque à terre, eh bien, il y a eu des émeutes anti-chinoises. Alors là, les Vietnamiens, qui sont des... En fait, ils les aiment pas beaucoup, ils ne portent pas les Chinois dans leur cœur. Hein, les Vietnamiens considèrent qu'un Taïwanais ou un Chinois du continent, c'est pareil. Hein. Donc, ils ont tout brûlé, ils ont 250 usines incendiées, endommagées, pillées, 21 personnes, dont 5 Chinois et 5 Vietnamiens ont trouvé la mort, donc ils sont défendus. Voilà, les Chinois ont été obligés d'évacuer un certain nombre de gens. C'est pas très vieux, en 2014, je pense que vous avez peut-être de souvenirs. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt pour les sous-marins, je pense pas que je vais avoir déjà montré, ça là, je ne sais plus. Si j'ai montré, hop, ça me permet d'en sauter une. Autre chose, l'intérêt stratégique des îles Spratly. Là, vous avez une échelle, là, vous avez 1000 nautiques. Hein, donc, c'est-à-dire qu'entre ici et ici, vous devez avoir 800 nautiques à peu près. Tout ce qui est en rouge, ce sont des aérodromes chinois, qui sont construits sur des terres remblayées. Il y en a une seule qui a un doute. Il y a des doutes là, sur deux encore, hein, parce que Sunibé et Mischief. En revanche, ici, vous avez Fiery Cross, je suis désolé, hein, c'est mon logiciel qui permet de pas faire mieux. Donc voilà, vous avez Fiery Cross qui vient d'être fait, je vous en montrais des images tout à l'heure pour voir à quelle vitesse ça a été fait. Donc, mais vous vous rendez compte que, bon, ça appartient à Taïwan, là vous avez une note de Taïwan. Alors là il se tape dessus entre eux, encore une fois, chinois. Et là, vous voyez, donc là, il y a plusieurs aérodromes militaires. Là, vous avez Woody Island, donc ça, c'est dans les Paracels. Hein, les Spratly, c'est pas mal, Spratly comme sud, parce que c'est le sud. Et tout ça, et là, vous avez tout un tas d'îles qui sont occupées par des gens différents. Mais eux, les Chinois, en fait, sont en train de faire 3 îles en même temps. C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est une mer qui est assez mauvaise. Et c'est assez loin, ils n'ont pas d'amis autour, donc je suppose que ce sont des aérodromes de dégagement au passage. Et voilà, donc vous voyez que ça, en plus, c'est à mi-chemin. Là, vous avez Singapour. Là, on est à mi-chemin, donc ils sont des aérodromes à mi-chemin de Singapour. Donc, pour contrôler, d'une part, la mer, hein, pour leurs avions de patrouille maritime, ils ne sont pas des avions de patrouille maritime à longue portée. Ils mettent des hélicoptères, incidemment, sur toutes les autres îles qui récupèrent. Là, je ne vous montre pas parce qu'on s'en tirerait pas. Alors voilà, les avancements de travaux à Fiery Cross. Vous voyez que, vous savez que c'était un simple récif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sortait de l'eau. Là, c'était déjà quelque chose qui a été mis sur pilotis. Donc, tout ce qui va être fait par-dessus, ça ne peut pas être considéré comme une terre. Hein, c'est considéré comme une plateforme, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de ZE autour, hein, d'après la côte de la mer. Alors voilà, ça c'est en août 2014. Alors vous voyez qu'il y a les bateaux là qui viennent des dragues et qui récupèrent et qui renvoient tous les sédiments hein, pour remblayer. Donc ce ne sont pas du tout des vols d'air comme j'ai lu un certain nombre de fois, c'est bien du remblaiement. Hein, donc on monte au-dessus du niveau de la mer. Voilà, septembre, novembre, décembre, février, et après on dit qu'ils ne travaillent pas ces jours-là. Mars. Et si l'ami chinois qui dit ça, il ne fiche rien. Avril, toujours avril, au mois de mai. Bon, vous voyez que là, ça a bien avancé. La piste, 3000 mètres de long, piste aérienne, c'est pas fait pour
propulseurs, hein, c'est fait pour l'avion de chasse lourd, hein, enfin l'avion de chasse, les avions lourds, le transport. Et pour montrer que c'est civil, des hôtesses qui sont ravis. On devait être ravis, vous parlez, vous avez vu le truc, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. Bon voilà, donc ça c'est la façon dont c'est sorti. Alors du coup, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les opérations Freedom of Navigation, c'est-à-dire qu'on passe à moins de 12 nautiques, puisque ce ne sont pas des îles, vous n'avez pas le droit, puisque ce ne sont pas des îles, il n'y a pas de zone économique exclusive, donc on peut passer comme on veut. Alors ils en ont fait deux, il paraît qu'il y en a un troisième qui est en préparation actuellement, et alors à chaque fois, bon, ça hurle là, à la radio, mais les Chinois font bien attention à jamais mettre en bateau de guerre. En revanche, il y a des pêcheurs à la côte d'Acier qui se baladent dans le pays et qui passent d'eau. Alors, plus intéressant, quand même, 5 mars 2016, c'est le mois dernier, quand même. Hein. 5 mars 2016, les Chinois ont dit qu'ils allaient écrire une loi maritime fondamentale, puisque finalement, la Convention de Montego Bay ne pouvait pas coller avec leurs problèmes, ils font leur loi. Donc voilà, ils vont arranger leur loi. Donc alors ils se donnent quand même 4 ans pour la faire. Hein. Bon, je passe rapidement, mais enfin c'est ça qui est, c'est quand même intéressant. Si vous voulez, à chaque fois ils font chinois. Donc, les Américains ont fait ça à une époque aussi, de leur côté. Bon. Et là, 13 mars 2016, ils établissent un centre judiciaire ou juridique maritime international chinois. Ah, ça c'est contre la haie. Ah oui, ils répondent à la haie. Hein. Mais c'est merveilleux, je trouve. C'est absolument extraordinaire. Donc, ils ont fait leur banque contre la Banque mondiale. Ils font tout en double. Et ils ont les moyens. Et leur but, c'est surtout de ne pas faire la guerre. Hein. Attention, ils ne veulent pas de guerre. Ils prétendent qu'ils n'ont pas de visée hégémonique. Ah, bon, d'accord, ils veulent prendre les continents, mais enfin, quand même. Ils ont. Bon, et j'arrête là, parce que là, je suis déjà très en retard. Je m'étais amusé à faire ce petit dessin où on voyait que, du coup, ça fait peur. Et tout le monde veut du sous-marin, parce que le sous-marin, c'est du sous-marin classique pour la plupart. Hein. Les sous-marins nucléaires, j'ai dû les faire, je ne sais plus comment, je les ai représentés, mais enfin peu importe. Tout le monde veut du sous-marin. Pourquoi? Parce que c'est pour la dissuasion classique. Ça, on le retrouve d'ailleurs dans la nouvelle stratégie maritime russe, qui est sortie l'année dernière. Pareil, on parle maintenant carrément de dissuasion classique. Donc le sous-marin, il ne sait pas faire de cocktail, il ne sait pas faire grand-chose d'autre que observer ou lancer des torpilles. C'est dans ça sous-marin que je vous parle. Mais donc tout le monde est en train de partir, tout des CLS qui retient un certain nombre de choses. Bon, écoutez, j'arrête là parce que je suis vraiment très en retard et je vais m'excuser. Si vous avez des questions. Je peux vous dire que j'ai beaucoup raccourci. Oui, il y a même les Philippines, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai dit que c'est un pays très pauvre, souvent c'est le Tchèque. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que sont devenues les grandes idées de la fin de la guerre du Vietnam pour vous? La fin de la guerre d'Indochine, pardon, où effectivement les partenaires appartenaient à la France à ce moment-là. Qu'est-ce que ces traités-là sont devenus? Est-ce qu'ils ont été repris en compte ou bien est-ce qu'ils sont toujours complètement lettres mortes? Alors c'est un problème, parce que la France les a jamais réclamés. Les a jamais revendiqués. Et j'ai cherché vraiment. Il faut dire que je suis intéressé, j'ai un certain nombre de bouquins anciens et autres, j'ai jamais rien trouvé. Si vous trouvez, ça m'intéresse cette fois-ci, s'il vous plaît. Il y avait une ou deux stations météo quand même, parce que c'est une mer qui paraît qu'il est très agitée. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans ce coin-là. Il y avait une ou deux stations météo françaises. Donc c'est pour ça que le Vietnam les a revendiquées après le départ des Français, et entre autres donc, le Sud-Vietnam surtout, et ces fameuses îles qui ont été attaquées par les Chinois, qui les ont pris donc d'une part au Sud-Vietnamien d'abord, et dans les années 90 ensuite au Nord-Vietnamien. Donc voilà, mais c'est vrai que je n'ai jamais rien trouvé. Alors en revanche, tout ça, toutes ces îles sont... plus beau, la façon de demander, sont réclamés, je dirais,
par la plupart des pays. Les Philippins ont fait un dossier historique aussi, où ils remontent avant l'an 1000. Donc tout le monde fait ça, et les Chinois disent c'est très bien, mais vous avez tort. Quand on a le gros bâton, c'est plus facile à dire. Et voilà. Et comme je dis, si la loi n'est pas pour eux, ben, ils changent la loi. Voilà. Je regarde ce que j'avais derrière, parce qu'il y a quelque chose. Ah si, je peux peut-être vous parler de ça, alors du coup, c'était ma question. Mais interrompez-moi si vous avez quelque chose à dire. Donc voilà, j'ai écrit ça rapidement, l'application de la stratégie américaine. Mais la stratégie américaine, en fait, elle découle de la stratégie chinoise, c'est simplement pour y répondre, à vrai dire. Et on repart vers quelque chose alors, qui est la préparation d'un conflit de haute intensité. On a oublié ça depuis 1991, mais actuellement on repart vers ça. Et les Américains sont en train de se dire, mais zut, on n'a pas assez de plateformes, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils pensent même à mettre des armes létales, ça s'appelle Distributed Lethality, ici, là, en bas. Ils pensent même mettre des armes létales sur des bateaux qui sont de simple transport, donc ils n'ont pas besoin d'initiation d'objectifs ni d'acquisition d'objectifs, tout étant fait à distance. Donc ils en sont là, et surtout ils cherchent des alliés, et si possible des alliés qui ont les mêmes armes qu'eux, donc les mêmes systèmes d'armes qu'eux, c'est ceux-là les vrais alliés. Les autres qui peuvent fournir que de la logistique ou des escales, là c'est les partenaires. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est écrit nulle part, ça, mais je pense qu'on peut le voir comme ça. Ils veulent signer des traités de sécurité, et ils veulent surtout l'interopérabilité. C'est pour ça que les sous-marins, je ne serais pas choqué que les sous-marins australiens soient finalement japonais, parce que les Japonais ont déjà des systèmes américains. Donc de ce côté-là, ça marche très bien. Ils ont des GIS, ils ont des sous-marins, toutes les chroniques, les sonars, les sous-marins japonais sont souvent des sonars américains. Voilà. Donc vous voyez, si vous voulez, ils cherchent donc à avoir l'interopérabilité des forces armées, tant au niveau des opérationnels qu'au niveau des armes. Si d'abord tous ces pays-là ont tous acheté des chasseurs F-35, même si ce n'est pas un décollage vertical, mais je pense que ça doit suffire de faire dans la marge pour changer, ça peut se faire très rapidement. Les sous-marins, voilà, les GIS. Alors, vous avez une question? Alors je passe à la question. Pourriez-vous nous parler de la rivalité chinoise, États-Unis, russe dans l'océan Arctique? Oui, alors écoutez, là c'est très simple. Les Russes disent c'est à nous. Les Russes disent c'est à nous. Les Chinois sont extrêmement intéressés par l'Arctique et pour cause, je vous l'ai dit, mais ils sont intéressés à un point extrêmement avancé, c'est-à-dire qu'ils ont des bateaux qui y vont régulièrement. Ils font partie d'un certain nombre, alors j'ai pas ça en tête, j'ai ça sur la présentation, ils font partie d'un certain nombre de cénacles sur l'Arctique, si vous voulez. Nous ne sommes pas. Donc c'est quand même aussi assez intéressant. Donc ça c'est la partie chinoise. Alors ça, ils le font vraiment tout seuls parce que eux, c'est leur intérêt économique. Encore une fois, c'est l'économie qui prime chez eux. C'est l'économie qui est le driver, pardon, c'est l'anglicisme, mais c'est ça qui est le plus important. Les Russes, eux, viennent de sortir une nouvelle stratégie maritime, donc que j'ai pas vue en France, je l'ai vu par un ami suédois, qui est très intéressante parce que d'abord elle s'intéresse au monde entier. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Parce que je me suis dit, nous, qui avons des zones dans tous les pays, sur tous les océans du monde, quand on lit le livre blanc, c'est un peu pauvre de ce côté-là. Alors que les Russes, carrément, ils ont pris pour tout le monde entier. Ils ont même mis une base anti-terroriste maritime à Mourmansk. Pour les Russes, c'est le rêve, la fonte des océans. Parce que souvenez-vous qu'ils ont toujours voulu les mers chaudes. Ils ont toujours voulu avoir accès aux mers chaudes, et le fait que les mers soient chaudes d'elles-mêmes, alors là, c'est quand même assez extraordinaire. Donc les Russes sont en train d'installer des bases un peu partout, parce que le problème, toute cette côte, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de sauvetage, il n'y a rien. Il n'y a pas un port, il n'y a rien. Donc ils sont en train de se réinstaller un petit peu partout, des bases aériennes un peu partout. Je vais voir ça sur
Je vais pouvoir vous le montrer à la fin, si vous voulez. Mais donc voilà, tout ça c'est parti, mais il n'y a pas vraiment encore de problème qui soit déclaré. On pourra attendre 20-30 ans avant que ça se déclare vraiment sérieusement. Et avec les Américains, alors les Américains, eux ils sont partie prenante, mais c'est plus pour l'Ouest, la partie prenante. Les Américains essaient de manager tout ça, mais c'est surtout l'Europe du Nord, tous les pays d'Europe du Nord là, qui tiennent la dragée haute un petit peu à tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment de problème là, de ce côté-là. Les Canadiens ont toujours hurlé contre les Américains, mais c'est quelque chose. Ils avaient même voulu acheter des SNA à une époque, parce qu'ils avaient marre de voir les SNA américains passer dans leurs eaux. Donc voilà, le problème il est plus entre tous ces pays du Nord que pour le moment avec la Chine ou la Russie. Cela dit, la Russie, vous êtes au courant, bien sûr, je pense que pour ça vous posez la question, ils envoient des bateaux et des sous-marins et des avions un peu partout actuellement. J'ai lu quelque part que c'était aussi intense que pendant la guerre froide. J'ai un doute quand même, parce qu'il me semble que c'était quand même sacrément intense à l'époque. Donc j'ai un petit doute quand même. Mais voilà, donc il y a tout ce problème de la stratégie russe qui donne beaucoup d'importance à l'Atlantique et à la Méditerranée, parce que les Russes, ils ont le même problème, encore une fois, ça s'appelle les Dardanelles. Là, c'était Malacca, et vous avez les Dardanelles pour les Russes. Eux, ils ont la mer Noire, que maintenant ils contrôlent complètement, parce qu'avec les missiles qu'ils ont, de toute façon, ils contrôlent toute la mer Noire. Hein. Ils ont le seul port protégé de tous les vents qu'il fallait en Crimée. Et puis, mais le problème, c'est que les Dardanelles, c'est pas eux. Donc ils ont récupéré la base de Tartus en Syrie, et puis ils ont du monde, et ils mettent des bateaux là, et ils ont bien dit qu'il y aurait en permanence des bateaux, c'est écrit dans la stratégie. Il y aurait une présence permanente forte, avec des sous-marins, etc., en Méditerranée orientale, enfin Méditerranée. Mais alors du coup, c'est la descente tout le long, celle qu'on a bien connue, je dirais, c'est-à-dire la descente de l'Atlantique, Gibraltar et la Méditerranée.